Et je suis très contente d'accueillir Madame Danielle Gros, qui est ex-procureure adjointe de la République de la Réunion. Bienvenue à Paris. Et de mon collègue ami et de longue date présent, parce qu'on a fait plusieurs conférences de presse ensemble, Philippe de Chazoul, qui est président de Med Océan, qui est une association de médecins, et qui va nous parler justement des atteintes, je dirais, à la protection des données personnelles. Alors, moi, ça m'interpelle directement parce que vous savez qu'il y a une directive sur la protection des données personnelles qui a été actée en mai 2016 et elle va être transposée, on a donné aux États membres jusqu'au 6 mai 2018 pour transposer cette directive. En parallèle, sur le plan français, vous avez eu la loi santé qui a un article qui nous pose problème, c'est l'article 47, qui d'une part crée l'Institut national des données de santé et qui met à mal le secret médical, dans la mesure où il ouvre la possibilité de donner ces données médicales justement, aussi bien au niveau des ostéopathes, des chiropracteurs, des psychothérapeutes, des aides médico-psychologiques, mais aussi des assistants des services sociaux, des accompagnateurs éducatifs et sociaux, des assistants maternelles et familiales, des salariés des lieux de vie. Donc on voit bien qu'à partir du moment où vous allez donner ces données à des gens, vous voyez, qui sont en dehors des professions médicales, eh bien il y aura cette possibilité de fuite, puisque là, les gens ne sont pas soumis au secret médical. Et je sais que si un médecin donne des informations, il peut avoir 1 an de prison et 15 000 € d'amende, parce qu'il a fourni des informations au niveau des patients. Donc, ça nous pose énormément de problèmes. Et puis, le deuxième problème, alors ça, je l'ai su par les présidents des hôpitaux, c'est le fait qu'on veut faire vraiment une usine à gaz, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, je regarde un peu en détail, mais c'est des données incroyables. Ça serait la plus grande base de données médico-administratives qui recense plus d'1,2 milliard de feuilles de soins, 500 millions d'actes médicaux, 11 millions de séjours hospitaliers. Ça serait une banque de données à peu près la plus importante au monde. Sauf que faire cette banque de données, pourquoi pas, mais il faut avoir l'informatique qui suit. Or, dans les hôpitaux et dans cette banque de données, souvent ils n'ont pas les appareils et surtout des humains capables de gérer ça. Et après, on voit que dans cette banque de données, il y en a 2 types. Il y a les données agrégées et puis les données personnelles. Au niveau des données agrégées, on ne peut pas revenir, vous voyez, au niveau de la personne, sauf, et ça, je vais peut-être vous en parler en particulier, mais au niveau des données personnelles, si on ouvre cette ouverture par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça nous pose vraiment un problème du secret médical. Alors, je vais commencer, Philippe. Alors Philippe va nous expliquer en détail, parce qu'il a énormément travaillé ce sujet, et ensuite je passerai la parole pour nous dire d'un point de vue juridique quels sont les dangers et les problèmes que ça peut poser, d'autant plus qu'il y a un décret qui est sorti, qui est un décret au mois du 22 juillet, qui permet donc à des non-professionnels d'accéder aux informations contenues dans le dossier médical d'un patient. Voilà, donc c'est vraiment d'actualité. Alors, est-ce que ce secret médical est bafoué et quels sont les risques? D'autant plus que si les assurances et les laboratoires pharmaceutiques ont accès à ces données, eh bien, on sera tous un jour malades. Et je finirai par tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. Voilà. Alors, à toi. Bon, bonjour à tous, merci d'être là. Merci Madame Rivasi. Nous étions déjà venus il y a 2 ans. Et je pensais vraiment que ce serait la dernière fois qu'on se voyait parce que, bon, vu la difficulté qu'on a à faire passer certaines opinions, des fois on se lasse un peu, mais là c'est trop grave. Là c'est trop grave. Et ce qu'on va essayer de vous expliquer, moi-même et Danielle Gros, qui se présentera tout à l'heure, qui est donc ex-procureure adjointe de la République de Saint-Denis de la Réunion,
c'est trop grave parce que le secret médical va être bafoué très vite. Et tout ce que je vais vous montrer, ce sont des documents. J'ai rien écrit. Ce sont des documents que j'ai récupérés lors du dialogue compétitif qui a choisi le consortium qui a gagné donc, pour mise en pratique le projet, ce qu'on appelle le projet Plexus. Et il a changé depuis, il s'appelle OIIS, Océan Indien Innovation Santé. Je n'ai personnellement, bien sûr, aucun conflit d'intérêt, si ce n'est que le voyage m'a été payé par un syndicat que je représente aussi à La Réunion, la Fédération des médecins de France, que je remercie. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le seul syndicat indépendant de l'industrie et des assurances, mais surtout parce qu'il y a 2 jours, j'étais à la Baule, et à la Baule, il y avait la réunion de l'ensemble des unions régionales des professionnels de santé, donc des élus, dont la thématique était justement la présentation de ces territoires de soins numériques. Et évidemment, quand on a un avis qui est opposé à l'avis officiel, on ne vous donne pas le micro, on ne vous finance rien. Moi, je n'ai pas les moyens de venir forcément toutes les semaines à Paris. L'association que je représente, dont je suis président Médocéan, c'est budget 0 €. Et d'ailleurs, je ferai appel à des donateurs pour financer la captation des images aujourd'hui et le montage, qui nous coûte de l'argent. Voilà, donc, mis à part ce petit lien d'intérêt, je pense que c'est intéressant que vous soyez au courant et on va commencer et on fera un peu en partenariat avec Daniel Gros, qui est donc magistrate, et que je remercie pour tes vacances d'avoir bien voulu participer. Pour commencer, pour vous mettre dans l'ambiance, 90 secondes. 90 secondes, vous allez avoir l'impression, mais heureusement qu'ils arrivent avec leur projet, parce qu'avant on n'était pas soigné. Le médecin n'échangeait jamais. Jamais entre un médecin et une infirmière, jamais entre la vie et l'hôpital, jamais entre le médecin et le patient. Heureusement, ils arrivent. Est-ce que vous allez entendre 90 secondes que vous pourrez retrouver sur les liens qu'il y a au niveau de la fichette? Et si vous n'avez pas eu la fichette, on vous a donné des coordonnées mail, un téléphone pour vous les envoyer. Vous allez voir ce que c'est. Pourquoi Océan Indien Innovation Santé? Parce que, comme vous le savez, malgré que l'OMS déclare que le système de santé français est quand même régulièrement très bien classé, il est quand même aussi très cloisonné et fonctionne en tuyau d'orgue et que personne ne communique avec personne. Et qu'il fallait à un moment donné s'attacher à cette part de tâche. Bref, aujourd'hui, c'est l'objet quand même de pas mal de présentations qui ont été faites, travailler sur l'identitovigilance pour pouvoir amener la bonne information au bon moment concernant le bon patient, au bon professionnel de santé. Notre vision, quand l'ARS a été créée et que j'ai pris mes fonctions, on s'est mis autour d'une table, tous ensemble, tous qui comptaient de professionnels en matière de système d'information, pour se dire quelle est la cible sur laquelle nous allons travailler ces 5 voire 10 prochaines années. On a identifié tous les producteurs de données de santé qui sont en bas de la diapositive et on s'est dit qu'il fallait que notre action des 5 voire 10 prochaines années se consacre à les faire se parler et communiquer pour que nous puissions avoir justement un bon échange, une bonne prise en charge, enfin tuer cette vieille légende du décloisonnement de l'hôpital dont on parle depuis 30 ans, mais aussi ville-ville, puisque la ville a besoin de parler avec la ville, les généralistes ont besoin de parler avec les spécialistes, et que tout ça ne se fait pas aussi naturellement que ça. Voilà, merci l'ARS, merci Madame la Ministre de nous donner l'occasion d'échanger entre nous, entre les professionnels de santé, de ce qu'on ne savait pas faire, c'est vrai. Encore une fois, tout ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai vu en ma possession, ça fait déjà 2 ans. Hein. Nous, le choix du consortium, ça a commencé les auditions dès fin 2014 et 2015. Et vous voyez, notre Jacques Moustis, qui est un peu notre dessinateur local, en juin 2013, quand il avait dessiné ça, j'étais loin d'imaginer le pire est à venir, je ne pensais pas que c'était ça. Le pire à venir, ce n'était pas par rapport à l'industrie pharmaceutique, qui est évidemment un acteur très présent dans ces nouveaux systèmes. Le pire est à venir, c'est pour vous, pour nous les patients, le pire est à venir, c'est qu'on saura tout grâce à ça. La Convention 2016 qui vient d'être signée entre les syndicats et l'assurance maladie, la loi 2016 de Marisol Touraine, les territoires de soins numériques qui sont en train d'être expérimentés, notamment à La Réunion, donc OIIS,
mais sur 4 autres régions de France, comme je vais vous le dire. Mais voilà, il y a un lien commun, mais que personne ne dit. C'était de soins numériques, donc je vous montre les diapositives. Alors je vais dérouler un certain nombre de diapositives, vous verrez qu'au montage, de toute façon, vous pourrez les avoir et mettre en pause, permettant de les lire beaucoup plus. Ça me sert un peu de fil conducteur, et surtout, je vous donnerai aussi après, pour vous montrer de quoi on parle exactement. Qu'est-ce que c'est que Plexus? Donc encore une fois, ça s'appelle maintenant OIIS. Tout va être autour de ce qu'on appelle un case manager. Alors, on ne sait pas qui est un case manager. Certains des gens qui étaient dans les consortiums auraient voulu que ce soit un ordinateur, quelqu'un de virtuel qui soit ce case manager. Et on s'oriente quand même comme que ce soit un humain, probablement une infirmière clinicienne. Mais les consortiums ont évoqué la possibilité que ce soit un simple ordinateur qui gère tout ce qu'on appelle le case manager. Voilà, donc il y avait 5 consortiums. Il y avait la Atos, Capgemini, Edoin avec Orange, la Cerner, CSC et DocaPost, qui était une filiale de la Poste. Donc plein de réunions à huis clos avec un secret, et j'ai signé ça. Ce qui fait que tous ces documents, je me suis donné le droit de les diffuser maintenant que le choix du consortium a été fait, mais évidemment, bouche cousue pendant des mois et ça me démangeait quand même de savoir, de témoigner de ce que j'ai vécu en circuit fermé, ce que j'ai entendu. Alors pourquoi j'ai entendu, je ne sais pas, je me demande pourquoi la directrice de l'ARS a choisi de mettre un peu le loup dans la bergerie. Je pense que ce n'est pas par hasard. Je pense que quelque part, même des gens de l'ARS ne sont pas bien avec ça. Simplement, quand on est directeur de l'ARS, aller à l'encontre de ce que nous demande le ministre, je pense que c'est quand même difficile. Mais il y a plein de personnes qui savent qu'il y a quand même un problème avec tout ça. TESI, c'est donc un regroupement de différentes associations à La Réunion, et qui donc en charge de la mise en œuvre de ce projet. Et vous allez voir que, on ne sait pas d'ici, c'est exprès, enfin c'est exprès, mais juste pour vous montrer que le déchin, c'était au départ pour le nord-est de la Réunion, 170 000 personnes pour 4 pathologies chroniques. Mais bien évidemment, le but c'était de le faire pour toute la Réunion, pour des d'autres maladies chroniques, et on va apprendre que 80% de nous avons une maladie chronique. Alors évidemment, on a mal au dos, on a une maladie chronique, faire croire qu'on est malade, et bientôt dans toute la France. Le consortium, c'est quoi le consortium? Tout un tas de multitudes d'entreprises, donc Capgemini bien sûr, mais c'est Capgemini, il n'y a pas que Capgemini, il y a Orange, et il y a CGDIM, en bas à droite. CGDIM c'est quoi? C'est le plus gros éditeur des logiciels médicaux que nous utilisons tous, totalement en partenariat avec l'industrie. On a ce très son de la pub en disant il faut prescrire telle chose, telle chose, telle chose, tous les matins quand on ouvre les dossiers de nos patients. Et si vous allez sur Internet, ça c'est une diapo que j'ai faite quand même, j'ai repris, sur Internet c'est ça, ils accompagnent les laboratoires pharmaceutiques dans leurs différentes opérations de promotion médicale. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'ils avaient déjà anticipé, alors ce que je vous mets là, c'est des extraits de ce qu'avait donné Capgemini, une certaine résistance, heureusement, des professionnels de santé. Ils l'avaient identifié, c'est le risque numéro 8, résistance au changement des pratiques. Et oui, on résiste, enfin certains résistent, d'autres résistent moins malheureusement. Mais je pense que ceux qui résistent moins, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas résister, c'est qu'ils ne sont pas au courant de ces documents, personne ne les a vus. Vous êtes quasiment les premiers. Et donc, et quand ils verront ça, quand ils verront l'énormité dans laquelle tout le monde s'engage, c'est monstrueux. Voilà, donc des méthodes éprouvées, on crée des usages, faire connaître et fidéliser. On est un peu dans le club Tupperware, vous savez, où des petits groupes font penser que c'est quand même les meilleures boîtes pour conserver les aliments. Alors on va aller dans le quotidien, qui est donc un des gens de la presse à La Réunion, Freedom, une réunion très très écoutée, mais tout un tas d'événementiels, l'Odyssée pour le cancer du sein, ça qu'il faut, c'est un festival de musique, etc., 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 les associations de patients. Et qu'est-ce qu'on invente? Pour ça, on invente des ambassadeurs. Ça a été identifié, les ambassadeurs du premier cercle, ceux qui vont motiver, ceux qui sont venus à la Baule, représentant l'ensemble des professionnels de santé, ceux qui vont parler dans les médias à 11h. Aujourd'hui, vous avez un représentant du 6 sur la Sud Radio qui va s'opposer, heureusement, à Jean-Paul Hamon, qui est aussi un fervent défenseur du secret médical. Et j'étais à Sud Radio ce matin à 7h37, que vous pourrez retrouver en podcast. Le 6, c'est quoi? Le 6, c'est l'association des patients. Ils revendiquent de représenter les patients, ils n'ont jamais été élus, je ne sais pas qui sont ces gens. Surtout leur financement, c'est 80% de l'État et le reste l'industrie pharmaceutique. Comment voulez-vous que le 6 aille à l'encontre de ce que leur disent leurs financeurs? Voilà, donc les ambassadeurs qui vont aller dans les lycées, dans les collèges, partout, l'université, dans tous les réseaux, premier cercle d'ambassadeurs. Et le bouche à oreille, pour recruter des professionnels de santé tous les jours à La Réunion. Vous avez un local qui s'appelle La Ruche, qui a été lié. IRUCH, la IRUCH, parce que maintenant, évidemment, si on n'utilise pas l'anglais, la IRUCH, tous les jours, vous avez des professionnels de santé qui discutent, qui font
qui croient, à qui on fait croire qu'une virgule peut changer à ce qui a été signé entre Thésis et Capgemini. Vous imaginez bien que ce qui a été signé entre Capgemini et l'ARS, en gros, la Réunion, c'est contractuel, c'est suite à un cahier des charges, c'est inchangeable. Mais on paye ces gens et on va dire ensuite, les professionnels de santé ont construit avec nous le projet. C'est un peu comme la loi santé. On fait la loi et ensuite on discute. Pour les enseignants, c'était la même chose. Pour la loi du renseignement, c'était la même chose. Je pense que Daniel a un exemple aussi à nous dire. On décrète, on légifère et ensuite on discute en faisant croire que vous avez participé à l'élaboration. Voilà, vous savez qu'à La Réunion, enfin, vous ne savez pas, mais on remet aux lycéens un ordinateur portable pour qu'ils aient une connexion gratuitement. Et bien voilà, à droite, PC remis aux lycéens par la région. Tous les PC vont être formatés à OIS, ils seront tous. Et en leur disant, mais c'est pour votre bien, c'est pour votre santé, on leur dira jamais qu'il y a du business derrière, mais on va leur faire croire. Et le modèle économique, parce que les 19 millions, en fait c'est 23 millions, puisqu'il y a eu d'autres financements semble-t-il, les 19 millions qui ont été mis par l'État, donc annoncés par François Hollande fin 2014 sur le tarmac de Pierrefonds dans le sud de l'île de la Réunion, c'est pour la mise en place de ce projet. La phase build, comme phase de construction. Mais à partir de mars 2017, c'est demain mars 2017, quid? Et Capgemini l'a bien identifié avec le point d'interrogation que vous voyez en bas. Il va falloir financer tout ça, parce que l'ARS ou l'État va se désengager totalement. Quid? Et là, la réponse, on l'a là. Je vais vous lire parce que c'est pas très visible. Ce que j'ai surligné en jaune et en rouge, c'est laboratoire pharmaceutique, les industriels, les mutuelles, les assurances, et les professionnels de santé, et les patients via leur abonnement aux objets connectés. C'est comme ça qu'on va financer. Et regardez cette diapositive, c'est quand même très intéressant. Ce groupe Thésis, là, c'est marqué sur la diapo de Capgemini, un intéressement du groupement sur la base des services facturés aux usagers. Vous vous rendez compte que non seulement le secret médical va être partagé, et donc un coût de mutualisation probablement en rapport avec ce qu'on a trouvé dans le fameux site créé par l'article 47 de l'Institut des données de santé. Mais en plus, on va récupérer de l'argent en faisant croire aux gens, mais il faut vous connecter pour savoir le nombre de pas que vous allez faire aujourd'hui, parce que si vous ne faites pas assez, c'est pas bien pour vous. Si vous n'avez pas pris vos médicaments et vous aurez un pilulier connecté, heureusement pour vous, c'est pas bien pour vous si vous ne les prenez pas. Si vous avez pas perdu les 352 grammes que vous avez préconisé votre médecin traitant, c'est pas bien pour vous. Ah oui docteur, je vais tout faire pour ça. Écoutez, aujourd'hui j'ai déjà fait 351 pas. Je vous assure que c'est la réalité. Et à la Baule, vous aviez des médecins. Vous aviez des médecins qui ont fait la promotion de ce bracelet, tout content. Alors tout content pourquoi? Parce qu'en fait, on prend toujours un prétexte, en l'occurrence, là on parle de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est des patients qui, il ne faut pas qu'ils prennent trop d'eau dans leur corps, parce que c'est pas bon pour leur cœur, et donc ça prenne du poids. Alors effectivement, chez eux, si on connaît à peu près leur poids, ça sera mieux pour leur suivi. Juste un petit coup de téléphone où on demande aux patients combien ils pèsent. Est-ce qu'on a besoin d'être connecté pour ça? Est-ce qu'on a besoin que la planète entière sache que Monsieur X n'a pas perdu ou a perdu les quelques centaines de grammes? On prend toujours un prétexte de santé publique pour mettre en jeu, et on parlera du pilote de l'avion, le fameux pilote de l'avion avec la dépression. On ne peut pas se servir d'un cas isolé pour faire une loi. On ne peut pas se servir des cas de terrorisme, on peut faire une loi absolument abjecte sur l'enseignement, je pense qu'on parlera aussi. Voilà, et ces objets connectés, là, en souligné en jaune, c'est balance glucomètre, c'est pour le piquer de doigt pour le sucre et de tension, mais vous avez donc la balance connectée, comme je vous l'ai dit, vous avez la fourchette connectée pour savoir ce que vous allez manger, vous avez les piluliers connectés, ça y est, c'est mis en place à La Réunion. Le pharmacien, il va préparer et on saura pas encore si le médicament a été ingurgité. À mon avis, il y en a qui ont pensé. On saura simplement si ça sort de la boîte. Déjà pas mal. Mais bientôt, vous passerez. Il y en a une traçabilité du médicament. Et si le patient, c'est comme son droit, c'est traité ou pas, si le patient ne prend pas le médicament, on le saura. Après, vous allez me dire, ouais, c'est par exemple, faut pas qu'il achète, ok. C'est de la négociation entre un médecin et un patient. Et si le patient pense qu'il ne doit pas prendre de médicament, c'est déjà il y a un problème de compréhension et de discours. C'est au médecin de lui faire comprendre, non pas par on appelle ça le matraquage, qu'il faut prendre ou pas un traitement. Voilà, alors qu'est-ce qui va se passer? Et tout ça, c'est encore Capgemini et différents consortiums, c'est que vous allez être repéré, vous allez être dans la pharmacie et puis vous allez remplir un questionnaire et à la fin vous allez bingo, hop, c'était rouge, monsieur, vous avez eu rouge, donc toutes vos informations sont transmises via le cloud au case manager et évidemment au médecin traitant, centre du système, quand on nous dit allègrement tout le temps.
Sauf qu'on repère quoi? On repère le diabétique qui fait 1,02 g. Ça. Nous, notre problème à La Réunion, qui est un endroit où il y a plus de diabétiques dans le monde, avec 400 amputations par an, on veut repérer les gens qui naviguent avec 3 grammes tous les jours dans le sucre, la normalité c'est aux alentours de 1 gramme, 3 grammes et qui effectivement risquent l'infarctus, qui risquent un AVC, qui risquent d'être amputés. C'est cela notre population à risque, ce n'est pas la personne qui a les moyens d'aller voir le médecin et qui remplira son test. Mais c'est l'objectif, rendre malade, faire croire que tout le monde va être opéré bien avant qu'il le soit. Et le dépistage, vous savez bien qu'il y a bien des dépistages qui sont un peu polémiques. Qui va décider sur quelles normes on va dépister? Pour le cholestérol, les maladies d'Alzheimer, certains cancers, il y a parfois un intérêt à dépister, et puis il y a parfois un désintérêt, quelque chose de nocif pour dépister. On ne reviendra pas sur le débat, mais le cancer du sein, c'est absolument pas admis par tout le monde pour faire un dépistage de masse, un dépistage ciblé sur cette population. Ok, certainement pas de dépistage de masse. Voilà, puis l'orientation, on dira que c'est le médecin traitant, mais vous allez voir avec un cercle concentrique où est le médecin de ville. Il est totalement en bas à droite, avec le médecin de ville relégué, enfin la médecine de ville est reléguée bien loin de ce centre. On aurait pu espérer sur le patient d'ailleurs, sur le patient, c'est le case manager. Et cette loi santé, bah, c'est très drôle, c'est quand en fait, c'est une espèce de puzzle qui est en train de se construire. Et puis, on s'aperçoit quand on regarde bien tout qu'il y a une logique dans tout ça. Et la loi santé, elle est magnifique pour ça, parce qu'elle va en fait permettre l'application de tout ces stockages de données de santé avec l'article que j'ai surligné en gros, en jaune. Et vous allez voir que sous prétexte de bien-être de la santé publique, alors qui va dire qu'il faut un intérêt de santé publique, eh ben, on pourra donner des données de santé, y compris à des fins de recherche, d'études, d'évaluation, et vous allez voir après, même dans un but lucratif, à des organismes dans un but lucratif, c'est marqué dans la loi. Alors tous les journalistes, la presse a parlé du tiers payant, a parlé des 25 € pour la convention, c'est pas ça le problème. C'est qu'on a acheté un petit peu les médecins pour faire passer des choses dont personne ne parle. C'est la première fois que vous allez avoir un exposé là-dessus. C'est pas la réunion que j'ai pu exprimer, c'est impossible. Parce que c'est tellement un fait évident que de toute façon maintenant tout le monde connaît tout sur tout et que bon, c'est fait, il faut l'accepter. Non, nous on ne l'accepte pas et je peux vous dire qu'il y a un bon nombre de professionnels de santé et j'espère un bon nombre de juristes par le biais de BMMO et peut-être d'autres personnes dans la salle vont faire en sorte que cela ne puisse plus se faire. Et puis donc cet Institut National de Santé que évoquait Madame Rivasi, tout sera une espèce d'ordinateur. Alors les gens disent, mais si on est plus fort que les Américains, nous on sait protéger nos données. À La Réunion, on est même plus fort que la France parce qu'on sait protéger nos données dans un petit hôpital de l'Est de La Réunion, Saint-Benoît, très protégé. Il faut rêver. Et surtout, quel est l'intérêt? Quel est le but de tout ça? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas si mauvais que ça. La France, paraît-il, qui est le système de santé que tout le monde aimerait avoir. Ce en quoi on a parlé des Anglais hier, ça tourne à l'inverse, il semblerait qu'il y ait les Français qui disent ça. Ce en quoi, maintenant, d'autres pays aimeraient avoir le système de français, mais celui actuel, pas celui de demain. Et nous, on va vers le système anglo-saxon. On aura, j'espère, un témoignage tout à l'heure d'une personne que j'ai rencontrée hier qui va vous donner la réalité de l'autre côté de l'Atlantique, de la Manche, de ce que nous, on va vivre demain. Voilà, une espèce de usine à gaz grâce à la messagerie sécurisée santé. Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la pseudonymisation? On parle souvent d'anonymisation, mais en fait, c'est la pseudonymisation dont on va utiliser pour les données de santé. En fait, Capgemini le dit très clairement, donc ça permettra d'attribuer un identifiant, mais surtout, à la différence de l'anonymisation, la pseudonymisation est un processus réversible via un tiers, c'est-à-dire qu'à partir du pseudonyme, on pourra, via un tiers de confiance, qui est le tiers de confiance, récupérer les données originelles. Tout ça grâce à la CIP Santé. La CIP Santé est quelque chose de gouvernemental qui a mis en œuvre cette LSS, en fait, qui est en train d'être bêta-testée. Elle a 1 an, elle a été testée nulle part, sur la population en général, face à une messagerie cryptée. On pourrait faire l'analogie avec la messagerie Telegram, vous savez, dont on a pas mal parlé pour les attentats. N'empêche que ça va être efficace, parce que personne ne les a vu venir. Donc c'est le cryptage, c'est pas un code, il n'y a pas d'hébergeur de données, ça permet de, après sécurisation, on ne rentrera pas dans le domaine technique,
Mais sécurisation des données pour des échanges transversaux. Nous, on revendique des échanges transversaux entre professionnels de santé, entre la ville et l'hôpital, pourquoi pas entre les professionnels et les patients, transversaux. On n'a pas envie que tout soit dans le cloud et soit récupéré par nos organismes de tutelle. Cette APICRI, dont je vais l'évoquer, mais je n'ai rien, c'est une petite association qui a été créée depuis 10-15 ans, sauf que c'est utilisé en France depuis 2005 par des milliers de personnes, plein de CHU, pour lesquels il n'a jamais été piraté, utilisé par tout un tas de spécialistes, vous verrez les différentes spécialités, et pour un coût, l'abonnement pour un médecin c'est 42 €, et c'est rien. Et bien face à ça, vous avez une espèce d'usine à gaz que veut imposer la MSS via un espace de confiance. On appelle l'espace de confiance, c'est l'espace où vous devrez avoir confiance que vos données ne peuvent pas être exploitées ailleurs. Voilà. APICRI, c'est des signatures comme ça, enfin bref, qui ne peuvent être décryptées que par un ordinateur. Si vous piquez l'hébergeur de données, vous pourrez avoir aucune donnée, il n'y a pas d'hébergeur de données. Ça marche très bien. Bon. La convention, c'est pas les 25 €. Je crois que c'est une convention, on a acheté les médecins, alors le tout. Et les deux arguments se soutiennent. Est-ce qu'il fallait être à l'intérieur pour faire changer les choses ou à l'extérieur? On a eu beaucoup de débats internes. Pour ma part, j'étais opposé, mais je respecte le choix de ceux qui pensent qu'il faut être à l'intérieur pour changer les choses. C'est vrai que la politique de la chaise vide n'est pas forcément une bonne tactique. Néanmoins, en signant cette convention, on est d'accord sur ce qui est des consultations complexes. Quand vous êtes diabétique, quand vous avez le sida, quand vous avez eu un problème de maladie sexuellement transmissible, vous sortez de chez votre médecin avec un codage qui est un codage C, c'est comme consultation. Si c'est un spécialiste, un gynécologue, vous aurez CS. Voilà, C. Et d'ailleurs, c'est une erreur parce que les généralistes étant devenus spécialistes, on code CS maintenant. Les spécialistes ont un autre codage. Mais il n'y a rien derrière. Regardez, grâce à l'article L162.1.7, voilà ce qu'on va avoir. Vous savez ce que c'est tout ça? Non, simplement transformer le médecin en calculette. Parce qu'il y a des patients là-dedans qui sont sacrément intéressants parce qu'ils vont vous faire gagner de l'argent, plus de la majoration. Et derrière ça, c'est quoi? Alors, par exemple, ça va défiler, vous verrez ça, tout ça dans ce que je vous ai envoyé. Par exemple, la contraception d'une jeune fille, la CCP, c'est pas le compte bancaire de la poste. Hein. CCP, c'est consultation de contraception de prévention. Donc on codera CCP, on va toucher de l'argent en plus, tout le monde le saura. Une jeune fille entre 16 et 18 ans vient voir son médecin pour les conseils. Celui qui est obèse, c'est la même chose. Celui qui a un trouble de comportement alimentaire, voilà, il sera étiqueté à vie. Un jour, il aura eu un codage TCA, trouble du comportement alimentaire. Et puis le maladie de Parkinson, et puis l'asthme, et puis les enfants prématurés. Regardez celui-là, consultation en présence de la famille d'un tiers social ou médico-social par le psychiatre ou pédopsychiatre d'un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave qui serait revalorisé par le biais de la MPF, majoration en présence de la famille. Voilà. Mais le médecin est content parce qu'il va toucher 20 €. Intéressant. Voilà, ça va défiler des dizaines d'actes comme ça. Ce système national des données de santé, et c'est l'objet de Daniel Pro qui va revenir dessus, c'est ce qui a été publié il y a une quinzaine de jours. C'est le décret du 20 juillet 2016. Qu'est-ce qu'il dit ce décret? Les professionnels participant à la prise en charge d'une même personne peuvent, en application de l'article, échanger, partager des informations. Avec qui? Professionnels de santé, ok, c'est bon, on est d'accord. Mais il n'y a pas que les professionnels de santé. Les assistants de services sociaux, les ostéopathes, chiropracteurs, psychologues, psychothérapeutes, etc., les accompagnants éducatifs, les assistants maternels, assistants familiaux, éducateurs, etc., mandataires judiciaires. Et on en parlait hier en disant, bah, moi qui ne connaissais rien, je me dis, ah, bah, c'était pas vrai que ça. Et en fait, c'est exactement l'inverse. Et tu vas nous dire que surtout pas les mandataires judiciaires, etc., etc. La loi a eu un décret qui va permettre un échange d'informations médicales au plus profond de votre intimité avec des gens non professionnels de la santé, et même des administratifs des établissements publics comme l'ARS, mais qui effectivement sont soumis au secret médical. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. En fait, grâce à l'article 47, l'État devient de fait propriétaire des données individuelles de tous les patients. Et imaginez-vous un instant, pas de quoi sera fait demain, il n'est pas totalement exclu et impossible qu'on ait un pouvoir, pas forcément un pouvoir droite ou gauche depuis nos 20-30 dernières années, un pouvoir extrémiste.
Imaginez le pouvoir extrémiste qui aura donc en sa possession cet Institut national des données de santé. Mais c'est inimaginable. Alors je veux bien qu'on veuille des économies au système de santé, mais on connaît plein de solutions pour ça. Pas celle-là en tous les cas. C'est lancé. Tout ce que je vous dis là, c'est pas demain, hein, c'est aujourd'hui. Et quand vous irez voir sur le site, tapez OIS, et bien vous avez une espèce de compteur, vous savez, un peu comme quand on paye pour l'euro-million, vous savez, on donne, vous avez un compteur. Ben voilà, 60, c'était il y a 2-3 jours, c'est le nombre de professionnels de santé amenés à tester les services de l'OIS. Puis ça va augmenter. Puis c'est 60 personnes qu'on paye d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Peut-être un petit conflit d'intérêt. Ben voilà, l'expérimentation est lancée. Et puis je vais vous donner le programme des 36 heures de la santé dans les 5 régions de France où c'est testé. Rhône-Alpes, Bourgogne, Aquitaine, Île-de-France, Réunion, tout sur le même formatage, les 36 heures chrono. Allez, c'est parti. Hop, 8h30, 8h45, le keynote speaker. 10h, 11h, les Fast Labs, French Tech, Challenge Startup. Mais bon, là on sourit, et c'est ça qu'elle va être présentée aux médecins du 3 au 5 octobre à La Réunion, et dans d'autres dates à le même formatage. Et avec toujours Philippe Burnel, qui était d'ailleurs présent à la Bourg, qui est donc le grand Manitou au niveau du ministère, pour faire penser, mais si c'est très bon pour vous, les médecins, parce que vous allez pouvoir avoir tout sur tout vos patients, et c'est très bien pour vous en tant que patient, parce qu'enfin, on saura ce que vous avez aimé. Les patients sont grands quand même, actuellement, ils savent quand même, ils savent a priori de quel vaccin ils ont été faits, ça ne le savent pas, on peut leur aider, on peut leur donner des outils simples. Ils savent quand même s'ils ont été opérés de la prostate il y a 6 mois, ou alors on les prend pour des idiots, je crois qu'on les prend pour des idiots et de grands naïfs. Le problème, c'est que le patient, il va se réveiller, et que le patient n'est pas si idiot que ça. Et je pense que c'est la société civile, certainement pas les professionnels de santé, en tout cas pas les médecins, à mon avis, qui vont faire en sorte que cela n'existe pas. Voilà, avec tout un tas de partenaires. Et vous irez, vous cliquerez sur ce OIS programme, vous verrez exactement ce que c'est que le programme, qui est alléchant, et vous verrez que nulle part, d'ailleurs c'est marqué qu'il y a Capgemini orange dedans, nulle part. L'appui, la mise en place tout en haut d'un comité des sages. Il faut quand même avoir des gens sages, qui permettent de savoir si la loi ne pourrait pas être perverse et avoir une certaine déviance. Qui sont ces sages? Bon, il y avait, comme toutes les régions de France, le comité d'éthique en France, décliné sous la forme d'espace éthique dans chaque région de France. Mais eux, ils réfléchissent trop. L'espace éthique réfléchit trop. Donc l'ARS a créé son propre comité des sages, son propre comité d'éthique, qui irait plus du moins que l'inclinaison du Césaire, le Conseil économique et social, qui, on sait très bien, ne prendra jamais d'avis très contre ce que propose le gouvernement. C'est eux qui vont donner un avis. Et c'est sage, ça y est, c'est parti. C'est le 30 août, hein, 30 août, il y a 5 jours, c'est parti. Hop! Tout ce que je vous ai décrit dans Capgemini, ça y est, c'est en route, c'est dans les médias, et on fait croire à tout le monde. Donc c'est pour le bien de la communauté, le bien de la santé de tous, qu'on construit la santé de demain, parce qu'avant il n'y avait pas de santé. Et d'ailleurs c'est la première fois que je vois dans ma compte rendu presse ici de Capgemini, parce qu'à force de leur dire, mais attendez, vous ne signalez même pas. Et là, dans cet article-là, enfin, il cite le Capgemini. Et cette loi, l'avis du CERTIS, qu'est-ce qu'il dit? C'est que le patient reste le seul décisionnaire, in fine, oui, bien sûr. Et quand on arrive à motiver le patient, en disant c'est bien pour lui, vous savez, il ne va quand même pas chercher midi à 14h, c'est comme vous louez une voiture, hein, vous aussi êtes d'accord, et vous cochez en bas et vous n'avez pas du tout lu le contrat qui est au-dessus. Voilà. Qu'il est dans l'intérêt du patient de favoriser le partage des données sécurisées afin d'optimiser sa prise en charge. Le patient a le libre arbitre d'intégrer ou non le programme OIS. Et il accepte de ce fait, ça on l'a réalisé hier en travaillant, augmenté de caractère, il accepte de ce fait, et dans son intérêt, des modalités de prise en charge éventuellement différentes de ce qu'il pouvait connaître auparavant. Vous vous rendez compte, Madame Rivasi? Rappelez Nicole Delépine. Nicole Delépine, je ne sais pas si vous le connaissez, je vous incite vraiment à aller voir. Vous tapez Nicole Delépine, celle qui était cancérologue, qui est toujours d'ailleurs, enfin qui existe toujours, mais qui n'est plus chef de service cancérologue à l'hôpital de Gare, tout simplement parce que le service n'existait pas, et qui avait donc des protocoles thérapeutiques différents de ce qui était préconisé à l'Égypte. Et bien, on y est. Il accepte le fait, c'est-à-dire que si le patient, lui, il intègre ses réseaux de soins, parce que ça vient des réseaux de soins, il intégrera le fait qu'il sera obligé d'accepter ce qu'on lui propose. OIS, c'est ça. OIS, c'est ça.
tout ce qui sera dit, il n'y aura peut-être pas des micros, quoique. En tous les cas, comment voulez-vous qu'un patient continue à faire confiance en son médecin si ce patient sait que tout ce qu'il va lui dire va être transmis à qui de droit il va voir